Au début de Shingeki no Kyojin, les titans étaient juste de gros géants qui courent vite avec des grands sourires remplis de dents acérées. Sauf qu'en 4 saisons, on a découvert pas mal de choses à leur sujet, notamment qu'ils pouvaient être beaucoup plus puissants que ça. Les affrontements entre titans sont presque des 1v1 façon Free Fight, mais au final, c'est quel titan qui est plus puissant que les autres? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Entre les pouvoirs craqués et leurs bottes secrètes incroyables, ce classement pourrait vous surprendre. Et si vous suivez juste l'animé et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne vous inquiétez pas, on vous prévient quand on se met à parler du manga. Mais avant de déprimer parce que l'animé Shingeki no Kyojin est terminé, sachez que plein de nouveautés arrivent sur Crunchyroll, notamment le très attendu Spy Family. Si vous êtes passé à côté de la hype, c'est que vous viviez dans une grotte. Le monde est en guerre, une guerre froide comme celle qu'on a tous étudiée au lycée. Un conflit armé se prépare entre deux pays, et pour éviter cela, Twilight, le plus grand espion du monde, est envoyé pour enquêter sur un homme politique. Sa stratégie est simple, passer par son fils, scolarisé dans la plus prestigieuse école du pays. Pour ce faire, Twilight devra se construire une nouvelle identité, et surtout une famille, avec une femme et un enfant qu'il pourra scolariser dans la même école. Le hasard va donc le pousser à adopter Anya, une jeune enfant qui peut lire littéralement dans les pensées des gens. Il va aussi se marier avec Yor, une jeune femme timide au premier abord, mais qui est en fait la tueuse à gages la plus redoutable du pays. Et si les deux époux n'ont aucune idée de la réelle identité de l'autre, la petite fille sait tout, puisqu'elle est télépathe. Ce trio improbable n'a jamais connu de famille unie et aimante. Leur plus grande difficulté va donc être d'accomplir leurs missions respectives tout en apprenant à vivre normalement. Bon, j'ai déjà tous les tomes dans ma bibliothèque, donc je vous le surconseille. Le manga a déjà cartonné, logique que son adaptation animée soit très attendue sur Crunchyroll. Crunchyroll, c'est juste la plus grande plateforme d'animé au monde, sans contestation possible. L'Attaque des Titans, Ranking of Kings, My Hero Academia, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revenger, One Piece, bref, tout se passe là-bas. Regarder ces animés sur Crunchyroll, c'est soutenir l'industrie qui fait vivre notre passion, profiter de leur travail sans publicité, en HD et sous-titré par des professionnels. Vous avez même la possibilité de créer un compte gratuit juste pour essayer, ça vous permettra de profiter de leur catalogue démentiel. Et en plus, c'est disponible partout, télé, PC, téléphone, console, bref, pas d'excuses. Retrouvez Spy Family sur Crunchyroll grâce au lien dans la description. Très franchement, foncez tête baissée. Ymir et Porco, porteurs du titan mâchoire. Parmi les 9 titans primordiaux, le titan mâchoire est l'un des plus petits. Avec seulement 5 mètres de hauteur, il ne paye pas de mine. Mais quand même, attention à ne pas le sous-estimer. Certes, contrairement à d'autres, il n'a pas la force brute de son côté, mais ses armes sont ailleurs, son agilité et ses crocs. Et on a la chance d'en voir deux versions différentes dans l'animé, Porco et Ymir. C'est cette dernière qui nous montrera un premier aperçu des caractéristiques de ce titan. Petit, agile, rapide, dentition puissante et des griffes du même acabit, le titan mâchoire est une espèce de gobelin géant qui se bat en harcelant son adversaire. C'est d'ailleurs ce que fera Porco en tentant d'arrêter Eren, et si Levi n'était pas arrivé à temps pour le sauver, Porco aurait littéralement arrêté la guerre à lui tout seul. Et en même temps, Porco est un bien meilleur combattant qu'Ymir. C'est un héritier de Mar, il a été sélectionné sur des critères militaires poussés afin de lui permettre d'exploiter au mieux son titan. C'est pour ça qu'il est bien meilleur que celui de sa prédécesseur. Sa mâchoire est blindée par une cristallisation qui lui permet d'encaisser des tirs de mitrailleuses lourdes et de broyer un train en un instant. Rien que ça. Sa cristallisation est en fait beaucoup plus puissante que celle utilisée par les autres titans primordiaux, et son meilleur atout pour l'utiliser contre un autre titan reste l'effet de surprise, c'est grâce à ça qu'il a failli dévorer Eren. Parce que dans les faits, une fois que le combat s'est mis en place, contre le titan assaillant, Porco faisait pas le figure. Le porteur de l'originel a même utilisé sa mâchoire comme un casse-noix pour tuer le titan marteau, une humiliation que Porco ne digérera ni ne vengera jamais. Il a toujours été perdant contre Eren, même à 2 contre 1, il avait du mal à trouver sa place en combat. Mais il n'abandonnera jamais, il continuera de se battre pour protéger ses proches quitte à en mourir et trouver un nouvel héritier en la personne de Falco, la jeune recrue infiltrée à Paradis. Falco ne se battra jamais vraiment avec son titan mâchoire, par contre il fera évoluer son titan d'une manière inattendue. Tels les dinosaures, puissants chasseurs ayant évolué en oiseaux, le titan mâchoire évolue pour devenir un titan ailé, il sera un soutien aérien capital pour arrêter le grand terrassement. Même s'il ne se bat pas directement, on peut imaginer ce qu'il donnerait dans une telle situation. Survoler les nuages pour faire une puissante frappe en piqué sur son adversaire, un véritable rapace titanesque qui pourrait embrocher n'importe quoi. Avec un bec aussi résistant que pouvait l'être la mâchoire de Porco, Falco avait le potentiel d'être une véritable fusée vivante. Un titan avec beaucoup de potentiel donc, dont le combat en 1v1 pur n'était pas la meilleure utilisation. Pic et son titan charrette. Comment ça, le charrette est devant le mâchoire? Mais trop nul mangatrage, vous dites que de la merde. Alors, oui, on s'est tous moqué du titan charrette. Il est tout petit, tout plat, tout moche, sa bouche c'est une baguette de pain, bref, il ne ressemble à rien. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout le plus puissant, c'est un titan de soutien, mais il a quand même quelques gros atouts. Pic est sa détentrice, une soldate de Mar un petit peu relax, sympathique et qui tient profondément à ses amis. La première fois qu'on la voit à l'action, c'est pendant la bataille de Shiganshina. Ok, tout ce qu'elle fait c'est porter des caisses et des cigues en lui amenant des pierres à balancer sur le bataillon d'exploration, mais ce sera quand même elle qui sauvera Sig et Reiner quand la bataille sera perdue. La
La véritable force du titan charrette, c'est son endurance. Contrairement au titan colossal qui ne peut rester transformé qu'une dizaine de minutes, le porteur du charrette peut rester transformé pendant des jours, voire des semaines. Le record de pic s'élève à pas moins de 2 mois sous forme titanesque. C'est pour ça que quand on la voit sous forme humaine la première fois, elle marche avec une béquille pour retrouver l'habitude de la marche. Elle est capable de porter beaucoup de matériel sur son dos, de passer des jours entiers sans se reposer, de courir à une vitesse très élevée, Pic est en somme un soutien tactique inestimable en temps de guerre. Et quand elle est bien équipée, elle se transforme littéralement en tank vivant. Une armure renforcée, 4 tourelles, un canon principal surpuissant et une mobilité à toute épreuve en font une menace terrible sur un champ de bataille. Elle est aussi extrêmement rusée et habile, en témoigne la façon dont elle parvient à abattre le titan de Sig en feintant sa propre mort pour gagner du temps. Naturellement en combat singulier, le titan charrette ne semble pas bien impressionnant. Pourtant dans la bataille contre le grand terrassement, elle s'avérera être une furieuse guerrière, utilisant son endurance hors du commun pour s'occuper des titans d'Eren. Elle se libérera du charrette pour se retransformer dans la foulée et en bloquer toujours plus d'autres. Pic est vraiment une guerrière exceptionnelle qui utilise ses talents au bon moment pour faire basculer la situation en sa faveur en un instant. Elle est un des piliers principaux sur lequel l'humanité saura s'appuyer pour stopper le génocide d'Eren Yeager. Annie et son titan féminin. Annie, en plus d'être un personnage extraordinaire, a aussi un titan très intéressant. C'est presque une sorte de couteau suisse, en plus d'être le premier titan dont on parle à atteindre les 14 mètres de haut. On atteint enfin une taille convenable. On la découvre très tôt dans l'histoire, première ennemie du bataillon d'exploration, l'attaquant lors de l'expédition en dehors des murs. Déjà en tant qu'humaine, Annie est une experte des arts martiaux, alors sous sa forme titanesque, elle n'a aucune difficulté à venir à bout de ses adversaires. Endurance, vitesse, talent martial, même Levi a du mal à la gérer en combat. Seulement la force pure ne sert à rien contre Erwin et son bataillon d'exploration, qui parviendront à la capturer dans la forêt. Si on est déçu de penser que ça puisse se finir comme ça, on va vite faire la connaissance du véritable pouvoir du titan féminin, son cri. Il attire les autres titans à elle, de la même façon qu'un animal femelle attirerait ses semblables masculins. Ils vont semer le chaos, lui permettant indirectement de s'échapper. Le titan féminin est aussi très habile avec le durcissement des titans. Elle peut solidifier son corps à volonté, rendant les lames du bataillon d'exploration inefficaces contre elle et sa nuque impénétrable. Elle utilise aussi cette capacité pour solidifier ses mains et décapiter des titans à main nue, ça lui permet aussi de mettre des grosses patates de forain à Eren lors de leur combat au district de Stoès. Combat qu'elle finira par perdre avant de s'enfermer dans un sarcophage de cristal impénétrable, prison qui sera brisée lorsque Eren mettra fin au durcissement des titans, avant de déclencher le grand terrassement. Annie participera à l'ultime combat contre le titan originel, contenant des titans pour donner le champ libre à ses camarades. Au final, elle a énormément de qualités, se débrouille très bien pendant les combats, mais finit toujours par perdre au moment fatidique à cause d'une raison très simple. Son titan n'est vraiment pas puissant en tant que tel. Attirer les titans c'est bien joli, mais il cherche à la dévorer à chaque fois, donc elle ne les contrôle pas, et le durcissement est à portée de nombreux autres titans primordiaux. C'est sa maîtrise de tout ça et son talent en combat qui en font un adversaire redoutable, mais face à un titan mieux armé qu'elle, elle n'a pas les outils nécessaires pour le vaincre. Et si Annie avait hérité du titan cuirassé, imaginez les dégâts qu'elle aurait pu causer. Reiner est le titan cuirassé. Est-ce qu'on ne parlerait pas du meilleur personnage de la série, tout du moins un des mieux écrits, tout en nuances, assailli de questions morales et terriblement humain. Et en tant que porteur du titan cuirassé, il ne rigole zéro. 15 mètres de haut, des plaques sur tout le corps formant une protection difficilement pénétrable, il tient moins de l'armoire à glace que d'un iceberg tout entier. Sa première apparition est fracassante, c'est le cas de le dire, et si Bertholdt lui ouvre la première porte, c'est véritablement lui qui permet au titan d'envahir le territoire des hommes. On le verra vraiment se battre dans la saison 2, quand lui et Bertholdt feront la plus grande révélation dans l'histoire des mangas modernes, tentant de ravir Eren au bataillon d'exploration. Et si son combat contre ce dernier semble serré, ce n'est pas grâce au talent martial de Reiner qui est assez limité. Ses points forts, son gabarit, son endurance et sa force brute. Si Eren tente des prises au sol pour l'immobiliser, Reiner se contentera lui d'un solide crochet du droit pour incapaciter son adversaire. L'armure de Reiner est en fait formée du même durcissement qu'Annie, mais en mieux. Vous voyez la mâchoire de Porco dont on a vanté la résistance? Eh bien Reiner est aussi solide qu'elle, mais sur tout son corps. Il est tellement résistant qu'il est capable de tanker l'explosion du titan colossal. Le cuirassé est également doté d'une des meilleures régénérations parmi les titans primordiaux, étant capable de rapidement faire repousser un membre arraché. En dépit de tous ses points forts, Reiner n'est clairement pas invincible, il a même des points faibles assez évidents. Déjà son armure le ralentit beaucoup, et même s'il peut décider d'alléger cette dernière par endroits pour gagner en vitesse, ça le rend de facto beaucoup plus vulnérable. Mais surtout, ses articulations ne sont pas protégées par son durcissement, et c'est normal, sinon il ne pourrait plus bouger. Mais c'est fort de ce constat que le bataillon d'exploration mettra au point les lances foudroyantes pour l'immobiliser. Aussi fort soit un ennemi, s'il ne peut plus bouger, il n'est plus un problème. C'est ce qui explique la place si basse de Reiner dans le classement. La majorité des évolutions technologiques du bataillon d'exploration étaient faites pour gérer le titan cuirassé. C'est lui la principale menace pour l'humanité, et faute de pouvoir gérer un titan colossal, s'occuper du cuirassé règle déjà pas mal de problèmes. En théorie, il est très fort, mais en pratique, il perd tout le temps. Déjà, l'enlèvement d'Eren est un échec, ensuite il se fait péter la gueule par Sig, puis il se fait péter la gueule par Eren, puis il se fait péter la gueule par le bataillon d'exploration, puis il se refait péter la gueule par Eren à nouveau. Ce qui affaiblit vraiment Reiner, c'est en fait lui-même. Sa force et sa résistance sont proportionnelles à sa détermination.
détermination, et on le voit très bien pendant l'attaque d'Eren à Revelio. Rongé par la culpabilité, il n'est plus capable de tenir son rôle de porteur de titan, et quand il se décide enfin à agir, c'est un cuirassé démuni qui fera face au titan assaillant. S'il est sur le papier très fort, ses doutes l'affaiblissent, mais il n'abandonne jamais. Comme le dit Eren, Reiner et lui sont pareils, mais le porteur du cuirassé se remet sans cesse aux questions quant au carnage et aux erreurs commises. Il encaisse les coups, car c'est la fonction de son titan, mais surtout, il doit sans cesse se relever pour protéger ceux qui sont derrière lui, et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin. Lara Thyber, le marteau d'armes. De tous les porteurs de titan qu'on a pu voir, Lara Thyber est celle qu'on connaît le moins. C'est bien dommage car son titan marteau est un des pouvoirs les plus intéressants du manga. Les Thyber sont la seule famille eldienne reconnue par Mar, descendant du héros eldien qui a stoppé son propre empire. Lara est d'un caractère très posé et méthodique, ce qui correspond bien à son titan qui est extrêmement fort pour quelqu'un qui prend le temps de réfléchir au combat. Le pouvoir du titan marteau c'est la cristallisation, mais à un niveau jamais vu jusque-là. Elle peut globalement construire ce qu'elle veut avec, des piliers, des pics sortant du sol, des armes comme son fameux marteau, sans compter sa régénération qui est aussi très rapide. C'est elle qui devra affronter Eren avant l'arrivée des renforts lors de son attaque sur Revelio, et elle le domine clairement. Elle manque de le décapiter, l'empale à plusieurs reprises, même son durcissement ne suffit pas à le protéger face à la puissance du titan marteau. Clairement, sans l'arrivée de Mikasa et du bataillon d'exploration, Eren y passait. Le titan marteau a aussi une caractéristique unique qui le rend surprenant quand on arrive à atteindre sa nuque. Elle est en fait vide. Le porteur du titan marteau, pour le matérialiser, s'enferme dans un cristal de titan comme le fait Annie. Elle pilote littéralement son Gundam à distance. Enfin, son titan quoi. Et c'est bien cette caractéristique qui rend ce titan presque décevant malgré son potentiel. Une fois la surprise passée, il devient très vulnérable. Comme l'a fait Eren, il suffit de trancher le lien qui unit le titan à son porteur et c'est finito. Le titan s'effondre, Lara devient un bloc inutile qui n'est plus une menace pour personne. Et comme on l'a vu, Eren réussira à s'en débarrasser et absorber son titan sans aucun problème. Le pouvoir de Lara Thyber est incroyable, mais malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'en servir. Heureusement, Eren va la dévorer et obtenir son pouvoir, et là, on pourra le voir à l'action, et quel potentiel, mon dieu! Il parviendra à tenir tête à Reiner et Porco en même temps, notamment en recouvrant son corps d'épines et en transperçant ses adversaires sans peine. Il n'y a aucun doute, si Lara avait affronté Eren en 1v1, elle l'aurait battu. Quand Eren a déclenché le grand terrassement dans le manga, on avait une petite théorie avec Kellian. Et si Eren n'était pas dans le corps de son titan primordial? Après tout, c'est une des caractéristiques du titan marteau et ça aurait été un twist scénaristique incroyable. Malheureusement, cette théorie est morte assez rapidement, car quelques jours après, on apprenait que la série n'avait encore que quelques chapitres à révéler, ne laissant pas la place à un nouveau rebondissement. Sig et son titan bestial. Bon, là, on rentre dans le très lourd. Sig, et non pas Zeke, arrêtez de l'appeler comme ça, j'en peux plus, c'est un des personnages les plus puissants de la série, respectez-le un peu au lieu de le nommer comme dans un scan mal traduit. Bref, au dos 17 mètres de haut, le corps couvert de fourrure, un torse massif et des bras monstrueusement longs, le titan bestial fait peur. Quand on le découvre au début de la saison 2, c'est le premier titan qu'on entend parler. Il est calme, froid et profondément terrifiant et cynique. Déjà, Sig peut créer des titans, rien que ça, et c'est pas tout car il peut même les contrôler. Et ça lui sert beaucoup tout au long de l'anime, que ce soit pour littéralement faire pleuvoir des pantins ou pour prendre l'île de Paradis en otage sans pression aucune. Et ça ce n'est que le début, car quand il s'agit de se battre par lui-même, Sig n'est clairement pas en reste. Les bras du titan bestial sont tellement puissants qu'ils lui permettent de briser des rochers et de les projeter à grande vitesse sur ses ennemis, telle une véritable pluie meurtrière. Et avec cette technique, il abat la totalité du bataillon d'exploration pendant la bataille de Shiganshina. Mais le plus grand adversaire de Sig, c'est Levi. L'un se bat pour l'extinction des Eldiens, l'autre incarne la résilience de l'homme. Les deux s'affrontent à deux reprises et à chaque fois l'affrontement est légendaire. Cependant, malgré la puissance démesurée du titan bestial, à chaque fois, c'est Levi qui l'emporte. La seule faiblesse de Sig est un problème de comportement. Il est si puissant qu'il a tendance à sous-estimer ses adversaires, humains comme titans. C'est précisément ça qui permet à Levi de le vaincre à chaque fois et qui a permis à Pieck de l'abattre avec sa ruse. Si Sig arrive à survivre, c'est uniquement parce que Levi mettait sa haine de côté pour l'intérêt de Paradis, et quand il a fini par mourir, c'est l'ancêtre Ymir qui est venu le ressusciter. Ça par contre c'est un petit peu de la triche. Dans le manga, on dit carrément que Sig est le titan le plus puissant juste après le titan originel, et honnêtement, on aurait pu le mettre bien plus haut, mais vous le savez, sur Manga Trash, on assume nos avis jusqu'au bout, alors... Bertholdt et Armin et leur titan colossal. Le titan colossal, rien que le nom fait frissonner, le titan le plus iconique et le plus populaire de toute la série, celui par qui tout commence. Un titan, au sens propre du terme, qu'on pensait tous être le grand méchant de l'histoire. 60 mètres de long, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages qui, d'un seul coup de pied, va enfoncer la première porte du mur Maria. Pendant longtemps, le titan colossal est surtout une menace qui plane, on ne sait pas d'où il vient, ni quand est-ce qu'il va apparaître, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agit en fait de Bertholdt qui se cache derrière ce monstre. Le colossal est si massif que
le battre semble impossible, c'est véritablement un titan pour les autres titans. Et en plus de sa force incroyable et de son gabarit hors norme, il peut dégager une grande quantité de vapeur brûlante qui empêche quiconque de s'approcher de sa nuque. Il reste néanmoins très lent et compliqué à maintenir plus de quelques minutes. Si on connaît le titan colossal depuis le tout début de l'histoire, c'est seulement lors de la bataille de Shiganshina qu'on découvrira vraiment toutes ses capacités, notamment la plus terrible de toutes, son explosion. Lorsqu'il se transforme, Bertholdt a la capacité de concentrer son énergie pour relâcher une gigantesque détonation qui ravage tout ce qui se trouve autour de lui. C'est littéralement une bombe H sous la forme d'un titan. Lors de la bataille de Shiganshina, Bertholdt s'en sert pour décimer une grande partie du bataillon d'exploration. Et si Armin n'avait pas compris ce qu'il voulait faire, la bataille aurait été jouée uniquement avec ce coup d'éclat. Finalement, Eren et Armin parviendront à le vaincre grâce à un plan audacieux. Armin se sacrifie en attirant l'attention de Bertholdt, et lorsque la vapeur prend fin, Eren arrive par derrière et porte le coup de grâce. Ça a marché certes, mais ça reste une ruse. Si la situation avait été différente, ou si Bertholdt avait vu la supercherie, Eren aurait perdu à coup sûr. Lorsqu'Armin hérite du titan colossal, il s'en sert pour détruire le port de Mar avec son explosion dévastatrice. Et Armin étant beaucoup plus intelligent que Bertholdt, il constitue un porteur du titan colossal beaucoup plus puissant que son prédécesseur, pour la simple et bonne raison que lui ne se ferait pas avoir par une ruse grossière. Ce serait criminel de vous spoiler la fin, donc tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'Armin et son titan jouent un rôle crucial dans la conclusion du manga, et dans ce qui sera un des combats les plus épiques de l'histoire de l'animation japonaise. Le titan mâchoire, le charrette, le féminin, le bestial, grâce à son explosion, sa force et sa vapeur bouillante, aucun autre titan ne lui arrive à la cheville, et c'est le cas de le dire. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait surpasser un titan de 60 mètres de haut? Eh bien avec un titan encore plus grand. Eren, le porteur du titan assaillant, du titan marteau et du titan originel. Les murs ancestraux tombent un par un. Au milieu de la fumée et des décombres sortent des têtes bouillonnantes, les yeux fixés sur l'horizon. Devant eux s'étend un monde à terrasser. Alors qu'une forme squelettique s'étend au-dessus d'eux, une seule phrase traverse le ciel. Plus rien ne peut l'arrêter. Depuis le début, Eren incarne la rage de l'humanité. L'attaque des titans, c'est l'histoire de cette rage et de la manière dont elle se transforme en désir de destruction. Partant de là, rien de plus normal qu'Eren soit tout en haut de ce classement. Déjà à l'époque où il n'avait que l'assaillant avec lui, il savait déjà se défendre. À part sa force et sa vitesse, le titan assaillant n'a pas vraiment de pouvoir physique spécial à part une endurance plus élevée que la moyenne. Sa capacité à voir dans le passé et le futur sert surtout à faire avancer l'histoire, mais ça lui a quand même suffi à battre Reiner, Annie et même Bertholdt. Après, avec seulement le titan assaillant, ça aurait été impossible de mettre Eren au-dessus du titan bestial ou même du titan colossal. Il y a quand même des moments où il galère et où il passe très près de la défaite. C'est le cas contre Annie ou avec son tout premier combat contre Reiner. Là, Eren il est au sol. Cependant, tout change lorsqu'il s'empare du pouvoir du marteau d'armes. Il devient redoutable et gère sans problème plusieurs titans primordiaux en même temps. Ses pics immobilisent les ennemis autour de lui et ses poings renforcés brisent même l'armure du titan cuirassé. Tout ça c'est bien beau mais ce n'est rien comparé au pouvoir du titan originel. L'originel est resté pendant longtemps endormi à l'intérieur d'Eren, mais tout ça change lorsqu'il touche par accident un titan au sang royal. L'originel permet à Eren de contrôler les titans avec son cri, et même par extension d'influencer les Eldiens jusqu'à même pouvoir modifier leur mémoire. Seulement, Eren ne peut utiliser ce pouvoir que lorsqu'il touche une personne de sang royal Eldien, et il finira par contourner cette restriction en arrivant à convaincre l'ancêtre Ymir elle-même de lui faire confiance. Cette dernière lui offrira tous les pouvoirs de l'originel afin qu'il ait les moyens d'aller de l'avant et d'accomplir son but. C'est là le début du grand terrassement. À ce moment-là, Eren est transcendé, il est devenu l'être le plus puissant sur Terre et il avance, son armée de morts derrière lui, ne laissant rien de viable sur son passage. On pourrait vous en parler longtemps de ce titan, faire des métaphores, des hyperboles, mais à ce point-là de l'histoire, les comparaisons ne servent plus à rien. Le plus fort de tous les titans, c'est lui. Pendant le combat final, il mobilisera la force et la détermination combinée de tous les personnages pour ne serait-ce que le blesser. Dans son immense forme squelettique, il est capable de faire apparaître tous les titans primordiaux qui ont existé et les faire combattre pour lui. Les bestiaux, les marteaux, les mâchoires, tous se jettent sur les derniers héros encore debout. Globalement, c'est l'Edo Tensei de Shingeki no Kyojin. Et après un combat légendaire, Armin parvient à faire exploser Eren avec sa bombe H version titan. Mais même ça ne suffit pas. Eren se relève dans son ultime forme. Il est aussi grand et massif que le titan colossal. Immédiatement, il transforme tous les Eldiens autour de lui en titans pour l'aider dans son combat. Armin doit l'affronter une dernière fois pendant que Mikasa fonce le décapiter. La toute dernière rencontre entre les trois amis, l'ultime épreuve pour sauver l'humanité. Eren n'a pas réussi à détruire le monde, mais il l'aura marqué durablement. Il aura demandé les efforts conjoints de guerriers de toutes les nations pour pouvoir l'arrêter, et on ne pouvait pas espérer mieux comme conclusion à l'histoire. Pourtant, Shingeki no Kyojin a laissé beaucoup de secrets sans réponse. Par exemple, le titan bestial qui n'a jamais la même forme selon son porteur. Bah oui, dans la fin on voit un titan singe, un titan okapi, une chèvre. Pendant un opening on voit même plusieurs animaux titanesques courir aux côtés de Sig. Mais attendez, c'est un T-Rex ça? Je veux le voir ça a l'air génial! Mais du coup, qu'est-ce qui crée toutes ces variations? On n'aura jamais de réponse à ces questions. Il y a même un titan baleine pour vous dire. Et dans le même thème, pourquoi est-ce que le titan de Road Race a une forme qui fait 120 mètres de haut? C'est 2 fois plus grand que le colossal. Qu'est-ce qui justifie ça? Et d'ailleurs, pourquoi le titan originel
celle d'Eren n'a pas les mêmes pouvoirs que celui d'Ymir? Pourquoi n'ont-ils même pas le même gabarit? Était-elle bridée par son amour pour son roi et bourreau? On s'en doute, c'est sûr, mais on n'aura jamais la confirmation absolue. Mais le plus beau, c'est qu'on s'en moque d'avoir ces réponses. Ce qui est fort avec Shingeki no Kyojin, c'est que la puissance et les capacités des titans ne viennent pas de nulle part. Ce ne sont pas des power-up à la Dragon Ball, mais il y a toujours une symbolique entre le titan et son porteur. Annie cherche à s'affirmer en tant que figure féminine forte et indépendante. Bertholdt cache son introversion et son complexe d'infériorité derrière son titan aux proportions colossales. Reiner encaisse les épreuves jusqu'au bout pour assumer les conséquences de ses actes. Et Eren dans tout ça? Eh bien tous ces titans le portent un peu plus loin dans ses ambitions. Mais le plus important reste son titan assaillant, celui qui représente son ambition démesurée, son désir insatiable de liberté.